Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les titres de ce 20h. Inondation au cours de l'année 2019 au Bénin. Un rapport a été élaboré à ce sujet pour évaluer les besoins et trouver des solutions. Les détails dans ce journal. La pandémie du coronavirus a impacté plusieurs secteurs, dont celui de l'énergie. Pour mieux s'imprégner de la réalité en Afrique, l'Agence internationale de l'énergie a initié une table ronde par visioconférence. Et puis, de nombreux spécialistes définissent la marche comme une activité sportive avec de multiples avantages. Marcher pieds nus serait encore plus avantageux. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. Le coronavirus sévit toujours et le nombre de personnes contaminées augmente au fil des jours. Une situation inquiétante que semblent ne pas percevoir beaucoup de Béninois qui continuent de douter de l'existence du mal. Rachidat Biomama, dans le reportage qui suit, nous emmène à la découverte d'une survivante du coronavirus dont le combat se résume désormais à sensibiliser. Victime du Covid-19 mais pas vaincue. C'est ainsi que se définit Yolande Torweyon, chef d'entreprise qui n'en peut plus de cette banalisation du mal. Ah oui, j'ai mal et ça me choque. J'ai fait un tour la dernière fois en ville, j'ai vu des gens, les masques étaient au niveau du menton. Je me dis mais c'est pas possible. Il faut sensibiliser ces gens-là. Parce que c'est le déni, ils ne veulent pas comprendre que la maladie existe. Je crois qu'il faut sensibiliser. Et c'est pour ça que j'ai fait mon témoignage à visage découvert, ça ne me gêne pas. Et pour que les gens comprennent mieux que la maladie existe réellement et que je l'ai eue et aujourd'hui j'en suis guérie. Même guérie, c'est toujours avec peine que Yolande Torweyon revoit les images de cet épisode douloureux de sa vie qu'elle garde en souvenir. Ici sur cette photo, c'est mon 3e jour de traitement. Ça ne l'est toujours pas. J'étais toujours fatiguée avec une forte fièvre. Voilà. Et ici, déjà au 6e, 7e, 8e jour, je me sentais déjà mieux. Et là, c'est après mon 10e jour de traitement. Je crois que ça doit être au 11e ou 12e jour. Je me sentais déjà mieux et je suis super. Pour Yolande, tout a commencé par un banal mal de tête qu'elle croyait lié à sa journée de travail, souvent harassante. Mais très vite, le diagnostic sera sans appel. J'étais fatiguée, j'avais la courbature et j'ai appelé ma mère. Et je lui ai dit comme ça, maman, j'ai la fièvre, mais malgré le médicament, ça descend pas, ça descend pas. Donc elle m'a dit, ah bon ma fille, il faut que tu fasses le test du coronavirus. J'ai dit non maman, mais je ne peux pas avoir le coronavirus avec tout ce que je fais comme geste barrière. Il m'a dit non, on ne sait jamais, il faut faire le test. Donc déjà le lendemain, à la première, j'ai appelé le 136, le numéro vert, et on m'a dit de venir à tel endroit. Donc je suis allé, j'ai fait mon premier test, c'était négatif, et le lendemain, le deuxième test était positif. Là, les médecins m'ont contacté, et 30 minutes après, l'ambulance était déjà à ma porte. Et je n'ai pas eu le temps de me préparer, j'ai juste le temps de prendre ma petite valise, et puis on a débarqué sur Alada. Hôpital de zone d'Alada, centre de traitement des personnes atteintes du Covid-19.
Yolande y passera 15 jours pour suivre un traitement intensif à base de chloroquine, d'azithromycine, de zinc et de vitamines. C'était la peur. J'étais anxieuse. Est-ce que je vais m'en sortir? J'ai plein de questions. Tu te poses plein de questions, quoi. Est-ce que je vais m'en sortir? Et puis, tout te vient à l'esprit, tout ce qui s'est passé à Luanda-Occident, où les gens sont décédés. Tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Voilà. Mais les médecins étaient là pour me rassurer chaque fois quand ça n'allait pas. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est depuis Alada sur son lit d'hôpital qu'elle apprendra qu'après des tests effectués à son entourage, ses 2 enfants et son neveu étaient testés positifs au Covid-19. On les a isolés et ils ont suivi le traitement aussi et aujourd'hui tout le monde est guéri. Ça n'a pas été facile parce que j'étais à Alada, donc j'étais pas avec les enfants. Il fallait suivre le traitement, donc heureusement le père était là. Et le jour où je rentrais d'Alada, c'est cette nuit que mon garçon a fait une crise. Je me suis posé plein de questions et ça n'a pas été facile, mais on s'en est sorti. Yolande sait désormais qu'elle risque d'être stigmatisée, que ses activités dans le prêt-à-porter peuvent tourner au ralenti, mais qu'importe, pour cette militante des droits des femmes et chargée de programme au Centre d'aide et de lutte contre les violences faites aux femmes, le choix est vite fait. J'ai une amie qui m'a dit la dernière fois que la maladie n'existe pas. Et là, j'ai reçu un choc. Je me suis dit, tiens, il faut parler, il faut parler. Et depuis que j'ai témoigné, il y a plein de gens qui m'écrivent, qui ont la maladie et qui m'écrivent, qui demandent des conseils et tout. Il y en a qui m'en veulent, il y en a qui m'ont écrit comment tu as pu témoigner comme ça et tu n'as pas peur. J'ai dit, je n'ai pas peur. J'ai réfléchi avant de le faire. Je préfère aujourd'hui sauver des vies, pas mon témoignage. Sauver des vies parce que les gens, ils ne croient pas, ils ne croient pas. La maladie, c'est pas une maladie de la honte. Il faut que les gens sachent on souffre de la maladie, mais on peut en guérir. Aujourd'hui, je suis guérie et tout le monde sait que je suis guérie. Il faut plutôt avoir peur des gens qui n'ont pas encore fait le test. Faut-il encore, avec les récents témoignages de personnes qui brisent le silence, demeurer sceptiques, jusqu'où nous mènera l'incrédulité? À nos masques, protégeons-nous et protégeons les autres. Il faut préciser, mesdames et messieurs, que le Bénin compte désormais plus de 1000 cas confirmés de coronavirus, avec 845 sous traitement, 333 guéris et 21 décès. Quels sont les impacts de la pandémie du coronavirus sur le secteur de l'énergie dans les pays africains et quelles sont les mesures prises par les gouvernements pour y faire face? L'Agence internationale de l'énergie, les ministres de l'énergie et les partenaires techniques et financiers ont organisé hier une table ronde par visioconférence. Plus de détails avec Jérôme Hongwa. La faiblesse ou l'absence d'électricité constitue un véritable frein pour le développement. En Afrique, les efforts fournis ces dernières années sont perceptibles. Mais face à l'élément modificateur, la pandémie du coronavirus, les ministres de l'énergie du continent, les partenaires techniques et financiers sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, ont organisé une table ronde. Ils font une analyse croisée des conséquences vécues face à la Covid-19. Concrètement, il y a la baisse des travaux parce que les acteurs qui le font ne sont plus disponibles parce qu'à l'étranger et qu'ils ne peuvent pas voyager, etc. Et surtout que dans la gestion de la pandémie, le gouvernement avait mis en place un cordon sanitaire entre la partie la plus peuplée du pays et le reste, ce qui fait que les mouvements n'étaient pas favorables non plus. L'Afrique est le continent de l'avenir, mais ses potentialités, surtout énergétiques, sont très mal exploitées. Nous promouvons toutes les sources d'énergie, que ce soit éolienne, hydraulique, solaire. Et l'Afrique est l'un des continents les plus riches du monde, si ce n'est le plus riche en termes de ressources. Laissez-moi vous donner un exemple. En termes d'énergie solaire, l'Afrique reçoit 40% de l'ensoleillement mondial et n'utilise qu'un 1% de sa capacité de génération d'électricité solaire.
40% de l'ensoleillement, 1% de l'électricité solaire. Voilà pourquoi l'Afrique est au cœur des travaux de l'AIE aujourd'hui. Autre raison, d'un point de vue démographique, les chiffres montrent clairement que ces 20 prochaines années, un bébé sur deux, ces 20 prochaines années, naîtra en Afrique. S'il fallait retenir un point important, ce serait celui de l'investissement. Les bons investissements, la bonne gouvernance, les bonnes décisions de gouvernance pour obtenir le bon investissement. Tout comme ses collègues du continent, le ministre de l'Énergie du Bénin a présenté les mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon pour accompagner son peuple. La prise en charge par l'État de la hausse tarifaire qui était initialement prévue, donc dans cette période-là, est décalée dans le temps, de manière à ce que la société distributrice ne soit pas donc en manque par rapport à cette action, et aussi le paiement par l'État de 3 mois de facture pour les petites et moyennes entreprises. Quelques chiffres clés à noter. Entre le mois d'avril et le mois de mai, nous avons constaté une diminution des recettes entre 20 et 25% pour la société de distribution. Le niveau des demandes d'énergie électrique a baissé autour de 4%. Et je confirme encore que l'ensemble des projets majeurs que nous menons fait face à des ralentissements dus aux différents points que j'ai évoqués plus tôt. Les pays africains n'auront pas de développement économique et social harmonieux s'ils ne règlent pas de manière durable la question de la disponibilité et de la qualité de l'énergie à des prix compétitifs et particulièrement en milieu rural. Le potentiel du continent est énorme dans tous les plans pour le transformer et c'est pour ça que nous devons travailler de manière coordonnée pour réduire l'usage de la biomasse dans notre bilan énergétique et éviter tous les reports d'investissement ou les retards de travaux dans les infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité parce que la demande en électricité va augmenter, parce que la population africaine va également augmenter, nous l'avons dit, et parfois les contrastes sont saisissants. Et comment faire en sorte que les économies africaines soient mieux intégrées? Comment faire en sorte, comme le ministre marocain de l'énergie l'a rappelé, de mieux intégrer à une échelle du bassin méditerranéen et avec les pays européens des réseaux énergétiques pour pouvoir s'appuyer les uns les autres dans le contexte d'une crise. Et pour tendre vers la fourniture d'une énergie sûre, durable, moins chère et accessible à l'ensemble de la population, le Forum prend le pari de pérenniser de façon coordonnée le renforcement des échanges inter-africains. D'accord. Les agences internationales de notation financière s'accordent sur la solidité des fondamentaux économiques du Bénin après Standard & Poor's qui a récemment attribué la note B+, avec perspective stable au Bénin. C'est au tour de l'agence Bloomfield de confirmer les perspectives positives de l'économie nationale avec la notation en monnaie locale à moins stable. Plus de détails avec Renaud Akapo et Ghislain Poguet. B+, c'était la note décernée le 22 juin dernier par Standard & Poor's à l'économie du Bénin. L'agence de notation Bloomfield confirme cette notation, mais en mieux. Elle a décerné la note A- stable à l'économie du Bénin, un rang de plus par rapport à la précédente notation dans la gamme variée des critères d'évaluation des agences internationales. Cette note, elle varie généralement de D jusqu'à A. La note D, c'est la note la plus mauvaise. Et la note A, ou du moins les notes de la catégorie A, sont les meilleures notes. Et donc aujourd'hui, le Bénin a la capacité de mobiliser beaucoup plus de ressources. Non seulement les mobiliser, mais sécuriser l'utilisation de ces ressources. Selon Bloomfield, cette décision est le reflet de la qualité de crédit du Bénin. Cette agence de notation en reconnaît le bon niveau de solvabilité. Elle juge d'ailleurs minime les facteurs de risque, autre signe d'une bonne garantie à un accès durable au marché des capitaux. Outre la résilience économique du Bénin face à la fermeture des frontières avec le Nigeria, l'agence de notation souligne l'amélioration notable du climat des affaires ainsi que la gestion rationnelle de l'économie. Bloomfield salue aussi la soutenabilité du niveau d'endettement public du Bénin qui s'établit fin 2019
à 41% du PIB, un niveau largement inférieur au plafond communautaire estimé à 70% du produit intérieur brut. Au palais des gouverneurs à Porto Novo, le ministre de l'économie et des finances a livré dans les détails l'ensemble des données qui reflètent la solidité des fondamentaux économiques. Le Bénin en 2018 a été le premier pays à faire l'opération de reprofilage. Nous sommes allés lever de la dette à peu près 15 ans à 2% pour remplacer de la dette qui était à 7-8%. Et ça, c'est le Bénin qui a le génie de le faire, personne ne l'a fait encore. Et nous, on l'a fait avec la garantie de la Banque mondiale. Alors, quand vous voyez en 2018, il y a eu une grosse dette qui est rentrée, mais personne ne regarde la dette qui sort. Donc, il faut raisonner en termes de net. Quelle est l'évolution nette? Parce que bien souvent, nous faisons des opérations pour améliorer la qualité de notre portefeuille de dette. Nous allons chercher de l'argent moins cher, long, pour rembourser les dettes qui sont là et qui sont chères. Le plus important, encore une fois, c'est à quoi sert ces sommes qu'on lève. Quand vous regardez la croissance de la production de richesse, en 2015, on avait à peu près 6 700 milliards de PIB, 6 700 milliards de PIB. Et en 2019, nous sommes arrivés à 8 400 milliards de PIB. Ça veut dire que sur 4 ans, on a créé 1 700 milliards de plus de richesse. Nous avons à cœur de veiller à ce que un épanouissement de la population soit assuré. Nous avons depuis 2019 décidé de mettre beaucoup plus d'accent sur les dépenses sociales prioritaires. On a eu 3 années vraiment pour ajuster et on était bien lancé pour mettre l'accent sur le social, le social et le social. Malgré le contre-coup du Covid, vous avez vu les mesures que nous avons lancées il y a 2 semaines maintenant, 114 milliards. Nous avons encore d'autres mesures qui vont venir, etc., parce qu'à la fin du jour, c'est le bien-être de la population que vous représentez qui compte. L'agence Bloomfield révèle enfin dans sa notation le dynamisme de l'économie du Bénin et l'accélération de la croissance réelle du produit intérieur, quoique contenu du fait des effets économiques liés à la pandémie du coronavirus. Les activités d'évaluation et de présentation du rapport relatif aux besoins post-catastrophe des inondations de 2019 ont pris fin hier mardi. Les acteurs impliqués dans la gestion des inondations ont à l'occasion réfléchi sur des solutions au CENI à déléguer. Échanger sur les différentes données et informations recueillies afin d'établir un rapport des dégâts causés par l'inondation au cours de l'année 2019. C'est l'un des objectifs de cet atelier. Il y a 2 raisons essentielles qui nous ont amenés à proposer, à suggérer à M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'aller vers ce PDND avec l'appui des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence le programme des Nations Unies pour le développement. La première raison, elle est toute simple. C'est d'alerter les gouvernants, la communauté internationale et nationale et surtout le citoyen, j'insiste là-dessus, c'est d'alerter le citoyen sur les nuisances des inondations afin qu'ils puissent contribuer à leur gestion. La deuxième raison, c'est de conforter le gouvernement dans sa politique, de trouver des solutions durables à ce fléau. Parce que la gestion des inondations, ce n'est pas une affaire d'un jour. C'est une affaire qui se gère dans le temps, à court, moyen et long terme. Et nous devons penser beaucoup plus à des solutions durables, à des projets structurants. Et le gouvernement a bien compris et a commencé. L'Agence nationale de la protection civile, ANPC, est soutenue par le système des Nations Unies dans la gestion des inondations au Bénin à travers un appui financier. C'est à la suite de votre requête du 29 octobre 2019, sollicitant l'appui du système des Nations Unies pour accompagner l'Agence nationale de protection civile dans la gestion des inondations de l'année 2019, que nous avons ensemble déployé plusieurs instruments, non seulement pour évaluer les dégâts liés à ces inondations, mais également aussi contribuer à actualiser la carte des risques liés à l'inondation, mais aussi apporter une assistance aux personnes sinistrées en complément aux efforts débloqués par le gouvernement. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, salue les acteurs impliqués dans l'élaboration de ce rapport d'évaluation des besoins post-catastrophe 2019.
le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur effort en faveur de l'amélioration de la résilience des populations face aux crises et aux catastrophes. Je voudrais particulièrement exprimer au PNUD la gratitude du gouvernement pour son appui technique et financier dans le cadre de l'élaboration du présent programme. Je suis convaincu qu'ensemble, nous réussirons à faire des inondations une opportunité de développement. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare clos ce jour 30 juin 2020 l'atelier de validation et de présentation du rapport d'évaluation des besoins post-catastrophe. Renforcer le système d'information et de gestion des catastrophes au niveau de l'Agence nationale de la protection civile. Organiser des plaidoyers avec l'Association nationale des communes du Bénin auprès de l'État central. Ce sont, entre autres, les recommandations énumérées au cours de l'atelier pour trouver des approches de solutions aux dégâts causés par l'inondation dans les communes du Bénin. Et puis, les inondations font partie des problèmes environnementaux à Cotonou. Donner à cette ville ses attributs de ville, vitrine du Bénin, passe par la résolution de ces problèmes, des préoccupations qui semblent être prises au sérieux par les nouvelles autorités municipales. Plus de précisions dans ce reportage de William Tchoki. Deuxième adjoint au maire, la gestion de l'environnement, le suivi de la mise en œuvre des projets du gouvernement, la salubrité et la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales. Une annonce peut être banale du maire de Cotonou, mais elle sonne tout de même comme une redéfinition de la mission assignée à ses adjoints. À Cotonou, ils sont 3, mais il y a un dont le cahier de charge touche le quotidien des populations. L'assainissement, la salubrité, la gestion environnementale, des préoccupations casse-tête pour des collectivités locales, notamment la municipalité de Cotonou. La gestion des déchets au Bénin n'a pas bougé, n'a pas connu d'amélioration depuis plusieurs années. C'est vrai que des solutions ont été envisagées, mais il semble que ces solutions n'ont pas encore donné leur réponse. Il faut évaluer à chaque décennie ce qu'on a pu faire, qu'est-ce que ça a donné, où est-ce que ça n'a pas marché et quelles solutions nouvelles nous pouvons adapter pour que ça marche mieux. Nous ne sommes pas les premiers sur la planète à être confrontés au problème des déchets. Il y a d'autres pays africains qui ont réussi, d'autres pays européens qui ont réussi. On peut aller voir comment ils ont fait pour atteindre des résultats satisfaisants. C'est une approche de responsabilisation, estime le directeur des services techniques. Une approche de délégation des compétences pour des résultats plus probants. Le deuxième adjoint exerce sous l'autorité du maire. En fait, c'est ce que la loi a prévu. Le deuxième adjoint exerce et c'est pour question d'opérationnalité. Comme le maire ne peut pas être partout à la fois, la loi a prévu que pour certaines compétences, il les délègue à des gens. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable, mais il est responsable dans la limite de ses compétences. Et la délégation de compétences aussi précise les responsabilités. Donc dans quelle mesure et jusqu'à quelle limite celui qui est délégataire exerce ces prérogatives-là. Cotonou, la ville vitrine du Bénin, c'est plus de 1 million d'habitants en journée. Une ville qui vomit par jour plus de 900 tonnes de déchets. À cela s'ajoute l'épineuse question des inondations, un os toujours coincé dans la gorge des autorités locales. En période de pluie à Cotonou, il y aura des actions pour soulager les gens. Quand on n'a pas encore mis en œuvre le grand programme auquel nous tous on accorde beaucoup d'espoir. Nous sommes en train d'espérer ce programme-là comme le Messie qui vient nous délivrer, c'est-à-dire le programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Tant qu'on n'a pas mis encore en œuvre ce programme-là, toutes les saisons de pluie seront des périodes difficiles. Le maire de Cotonou n'est pas étranger à Cotonou. Il sait que Cotonou, c'est l'inondation permanente. Il sait que Cotonou, c'est le berceau des déchets. Il sait que Cotonou, c'est une ville sans arbres. Il sait que Cotonou, c'est une ville polluée. Je parle de la pollution environnementale par rapport au gaz. Il savait tout ça. Donc je pense que ce n'est pas une des questions nouvelles pour lui. Et ce qu'il doit faire, c'est de trouver des stratégies adaptées, différentes de tout ce qui a été fait avant. Ça doit être une stratégie nouvelle pour faire face
à tous ces défis. Et il a 6 ans pour le faire. Et après 6 ans, nous allons vraiment l'évaluer. Cotonou ville verte, Cotonou ville propre, le défi est grand, la tâche immense. Mais une responsabilisation individuelle, doublée d'une volonté politique manifeste, peuvent conduire à cet idéal. Vous avez envie d'améliorer votre circulation sanguine, d'améliorer la qualité de votre sommeil ou de diminuer les troubles inflammatoires, je vous encourage à marcher, mais surtout pieds nus. Dans ce reportage signé Jean-Claude James, Jules Akwaikou et Mathieu Sokenou, les spécialistes insistent sur ces bienfaits. Au titre de leur bien-être, ils ont tous opté pour la marche. Dans le lot, Ulfried a choisi de faire l'exercice pieds nus. Je marche pieds nus parfois. Non, ce n'était pas contrainte. Je marche pieds nus parce que ça m'arrive parfois de marcher pieds nus. Et aussi, je vois que marcher pieds nus, ça soulage. Ça nous permet directement d'être en contact avec la nature. Un contact que beaucoup n'ont plus malheureusement pour plusieurs raisons. Et pourtant, ces bienfaits pour l'homme sont multiples. Aujourd'hui, vous payez de l'argent pour l'acupuncture. Vous payez de l'argent pour que les gens puissent vous masser les planches des pieds. Nos parents avaient compris. Et souvent, les parents qui marchent pieds nus dans les villages, et souvent sur le long des ruelles, il y a des noix de palme qui sont là. En même temps, les nerfs au niveau des planches de pieds sont excités, ils sont toujours en forme. Vous allez voir la plupart de ces gens qui travaillent dans les champs pieds nus, n'ont pas de ventre comme nous qui abreuvons en viande de porc et de la bière tout le temps. Vous allez voir une femme de 65-80 qui tient encore sur ses pieds. C'est parce que marcher pieds nus, ça a des avantages. Quand les rayons solaires tapent le sol, il y a l'infrarouge qui reflète. Et quand ça traverse votre corps, ça vous régénère. Oui, le citadin, on vous a créé des espaces. Les trottoirs, au lieu de les occuper simplement avec des bagages, c'est de trouver un temps pour marcher. Même dans votre arrière-cour, dans votre maison. Vous sortez, même si vous êtes en location, c'est de tourner autour de ces cases, vous allez retrouver de cette énergie. Eh bien, citadins, qui sont ceux qui sont à Cotonou? Allez au niveau de la plage. Avec 125 km de côte, les Béninois disposent d'un espace pour s'adonner à cette pratique antioxydante. Mais en dehors de la plage, un terrain tapis de gravillon est aussi indiqué selon les spécialistes de la santé. La marche en elle-même est utile. Elle est utile à double titre. Au titre de la santé du pied, puisque c'est pour l'entretien articulaire et musculaire du pied, mais à titre général, parce que marcher va solliciter tout l'organisme, le cœur, les poumons, le cerveau, et sert d'exercice pour évidemment perdre du poids, faire fonctionner tous les systèmes. Et donc, cet ensemble-là, déjà, est bénéfique pour la santé. Et en dehors de ça, la médecine douce chinoise, basée sur la réflexologie, apporte des réponses aux différentes vertus qu'on pourrait avoir à marcher pieds nus, par exemple. Marcher pieds nus pourrait stimuler le foie, les intestins, en fonction des zones d'appui et en fonction des endroits qui sont sollicités. Marcher sur terrain plat a ses vertus, marcher sur les terrains avec des gravillons a ses vertus, marcher sur les terrains qui sont instables, des terrains avec des crevasses, a ses vertus. Tant pour la médecine douce que pour la médecine conventionnelle, parce que lorsqu'on a des traumatismes de cheville ou bien du pied et que l'on veut récupérer, nous on appelle ça la marche sur plateau instable qui va permettre de réactualiser le système d'équilibration. La santé n'a pas de prix, dit-on, et un geste simple comme la marche pieds nus constitue un médicament sans effet secondaire pour l'organisme. Entre aller à la pharmacie ou faire quelques kilomètres pieds nus pour bien se sentir dans son corps, le choix est laissé à la discrétion de chacun. Et puis aujourd'hui, 1er juillet, c'est la journée internationale du reggae, une institution pour commémorer la création et la diffusion mondiale de cette forme musicale dont les premiers tubes auraient été chantés en 1968. Passant par les épisodes de l'histoire de ce rythme classé patrimoine immatériel de l'humanité en 2018 par l'UNESCO. Vous suivrez l'élément réalisé par Nicanor Kovi dans nos prochaines éditions. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout
pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.